Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Donc je suis Astrid Le Fur, je suis l'auteur du livre Du burn-out au burn-out, les 7 étapes vers la renaissance que vous voyez là et d'ailleurs que vous voyez derrière moi. Mon métier est d'accompagner les personnes qui se sont épuisées au travail et qui ont envie de se reconstruire une vie plus alignée, plus épanouissante. Je les aide à remonter la pente du burn-out et à identifier ce qui a pu générer cet état de mal-être de façon à s'assurer que dans la nouvelle vie qu'ils créent pour eux, eh bien, ils ne reproduisent pas ces schémas. Donc, pour en savoir plus sur ce que je propose, je vous mettrai en commentaire de cette vidéo le lien vers mon blog Partage ton burn-out, le lien vers le livre si vous ne le connaissez pas encore, et puis le lien vers les accompagnements pour les personnes qui s'épuisent au travail. Aujourd'hui, je vous présente Guillaume Delors, qui est avec moi dans cette vidéo, qui est avocat en droit du travail et qui vient en aide aux victimes, aux salariés victimes de burn-out, notamment pour négocier leur départ ou obtenir une reconnaissance, maladie professionnelle. Et c'est justement les deux thématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Mais avant de rentrer plus en direct dans cette interview, bonjour Guillaume. Bonjour Astrid, merci de me recevoir dans ce groupe. J'en suis ravie et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont absolument ravies de pouvoir entendre ce qu'un avocat peut leur apporter comme aide, en tout cas comme point de vue et réponse, puisqu'on a eu beaucoup de questions pour préparer ce live-là. Et notamment, ce que je te propose, Guillaume, c'est de commencer par cette question qu'on se pose, en tout cas que moi je me pose et que j'invite les lecteurs à se poser. À quel moment est-ce que cela vaut le coup de consulter un avocat quand on se retrouve épuisé au travail? Alors, les avocats, c'est comme les médecins, il faut les consulter au plus vite. Ça ne veut pas dire que si vous venez et que c'est le début des difficultés, ça ne veut pas dire que on va faire un accompagnement très long, on va directement négocier votre départ ni rien. Mais consulter un avocat dès le début, ça permet d'avoir les bons réflexes et surtout d'identifier les situations problématiques. Euh, un avocat, il faut le consulter quand on peut, quand on est en état, quand on y pense. Mais il faut comprendre que plus on va venir tôt, plus on va pouvoir mettre des choses en place. Notamment, moi, les personnes qui vont me contacter quand elles sont pas encore totalement, quand elles ont des souffrances au travail et qu'elles sont pas encore dans le burn-out, mais dans la phase juste avant, et qu'elles sont donc si elles me contactent à ce moment-là, je vais pouvoir leur donner des indications sur à la fois ce qu'elles pourraient faire en pratique pour sortir de là, comment elles pourraient se faire aider, et quelles preuves elles pourraient mettre de côté si jamais ça devait aller plus loin, parce que souvent quand une personne s'épuise au travail, il va y avoir deux types de réactions de l'employeur. L'employeur compréhensif qui va mettre des mesures en place pour y remédier. Et dans ce cas-là, la personne n'aura plus besoin de moi. Mais aussi, il y a des employeurs qui vont se dire, bon, c'est pas grave, elle fait pas l'affaire, et qui pourront même le fait de faire état de sa souffrance au travail, de son épuisement, pourrait même précipiter votre départ. Et les employeurs se dire, oula, oulala, elle va me faire un burn-out, ou elle va me faire un arrêt maladie, on va trouver quelque chose, licenciement pour insuffisance, licenciement pour faute grave, et ça peut être super violent. Et donc, il faut décider de la manière dont on en parle à son employeur, de si c'est opportun, des preuves à mettre de côté quand la souffrance est liée à un problème au travail, un problème, disons, où il y a des fautes de l'employeur. Donc, une Mm. surcharge de travail, une mauvaise organisation, un harcèlement, euh, des heures supplémentaires importantes. Et c'est là où un avocat va avoir un rôle de conseil. Et donc ça, c'est l'idéal, c'est vraiment quand on prend vraiment très en amont. Et souvent, quand on va me contacter, c'est soit après, quand on est déjà arrêté, ou avant de se faire arrêter. Et là, je vais généralement conseiller sur les mesures d'urgence, quelles preuves récolter très rapidement, ou faire un petit mail pour garder une preuve de la situation, parce que souvent, on n'a pas beaucoup de preuves. Et là, je vais guider la personne pour qu'elle s'arrête. Et je vais essayer de faire en sorte qu'elle s'arrête pour maladie professionnelle, puisque on verra peut-être, mais voilà, c'est le plus favorable pour elle. Et puis, si on est déjà arrêté, ça vaut quand même le coup de consulter un avocat pour faire un diagnostic de ce qu'on a à date, entre guillemets, dans le dossier, même si j'aime pas parler de dossier parce qu'on est sur une personne, mais en tout cas, qu'est-ce que moi je peux avoir pour défendre la personne et qu'est-ce qui pourrait être opportun? Est-ce que, voilà. Donc, en résumé,
dès qu'on peut. Donc moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que bien souvent, les personnes, elles vont penser à l'avocat assez tard, au moment où elles se retrouvent en conflit avec leur employeur. Mais en fait, ton conseil, ce serait le plus tôt possible, quand on sent qu'on a ce mal-être, de commencer à avoir cette réflexion, de se dire, est-ce que je dois me protéger et comment faire pour me protéger. Notamment, tu as parlé de récolter des preuves, de la façon dont on parle de son épuisement à son employeur. Et tout ça, c'est des éléments importants. Et si jamais, pour vous qui nous écoutez, vous en êtes au début de cet épuisement, prenez-le en main dès maintenant et n'attendez pas qu'il y ait une situation compliquée pour vous poser ces questions-là et vous faire accompagner. Oui, clairement, tu as raison, Astrid. Surtout que, en fait, quand on se pose la question de quitter son emploi 2 ans après, par exemple, qu'on a fait ou quand on arrive en fin de droit à la sécurité sociale et que c'est à ce moment-là où on se pose la question de quitter son emploi, ça vaut toujours le coup de consulter et d'être aidé. On pourra toujours faire quelque chose. Mais clairement, j'aurais beaucoup moins, en tout cas personnellement, de latitude pour aider la personne si j'ai pas de preuves, si la personne a fait aucune démarche. Et là, ça sera quand même plus compliqué. C'est comme pour tout en fait. Plus on prend en charge tôt, on a des moyens d'action importants. Et si tu avais là un conseil à donner, peut-être une, deux, trois choses qui pourraient être des preuves, parce que souvent les personnes elles disent oui, mais est-ce que ça c'est une preuve ou ça c'est pas vraiment grave ou comment je fais pour démontrer les éléments. Si tu as peut-être un, deux, trois éléments que tu arrives souvent à utiliser comme preuve dans les dossiers, donc à récolter avant de se retrouver loin de son employeur, qu'est-ce que ce serait? Alors, les éléments de preuve, c'est tout élément qui vous permet de démontrer que votre souffrance est liée à votre travail et, si possible, à des fautes de votre employeur, de vos managers, en général. Ou même, d'ailleurs, de vos collègues, hein, dans le cas d'un harcèlement. Donc, tous ces éléments, ça va être principalement les mails. Les mails, ils peuvent servir à deux choses, soit à prouver, effectivement, ces actions problématiques si vous avez fait face à du micromanagement, à beaucoup de reproches ou à du harcèlement, mais aussi tout simplement votre charge de travail. Puisqu'avec vos mails, on va souvent reconstituer votre temps de travail. Et si votre temps de travail est excessif, c'est un élément qui peut être fautif de la part de votre employeur. Euh, Ça Donc, peut est-ce que ça être veut dire que, par exemple, on pourrait rédiger un mail qui explique ces éléments-là parce que c'est pas forcément facile à lire. J'imagine qu'on lit pas forcément de la part de notre manager ou de notre employeur une demande très claire de travailler tard, par exemple. Il va pas l'écrire dans son mail. Mais alors Alors là, tu as raison. Ce que j'allais aborder, c'est qu'il y a deux choses. Il y a les preuves qu'on récolte et les preuves que l'on crée. Moi, je conseille dans un premier temps de récolter tout ce qu'on peut récolter et sans avoir une demande explicite d'un manager de travailler tard. Si on travaille très tard, très fréquemment et que vos managers ou vos responsables sont au courant parce qu'ils sont en copie des mails et qu'ils n'ont rien fait, c'est aussi une faute de votre employeur. Ça peut aussi permettre de demander un paiement d'heures supplémentaires, ce qui sera important dans la réparation pour négocier derrière une rupture indemnisée. Puisque les heures supplémentaires, c'est quelque chose qui chiffre vite et, euh, et donc, ça rentre dans la balance pour négocier un départ indemnisé. Donc, essayez de récolter le maximum d'éléments de preuve. Donc, ça peut être effectivement des mails, des conversations Teams, des conversations avec vos collègues, même des conversations avec votre famille ou vos amis où vous racontez vos souffrances. Enfin, tout ce qui permet de documenter. Il faut être très imaginatif. Moi, j'ai des salariés qui récoltent les logs de connexion de l'ordinateur. Enfin, en fait, tout. Il faut faire un travail d'enquête. Ça, c'est la récolte. Et ensuite, il y a la création, c'est-à-dire matérialiser ces griefs par écrit quand il y a des griefs euh, qu'on ne peut pas prouver en le récoltant, parce que c'est à l'oral, bah, il faut penser à faire des écrits. Après, là, il faut le faire subtilement, parce que c'est aussi le bon moyen d'alerter son employeur, mais de façon à ce qu'il dise, oula, il faut que je réagisse et que je trouve quelque chose, par exemple, pour le sanctionner ou autre. Donc, il faut vraiment être bien dosé et savoir ce qu'on fait. Il y a des moments où on va pas doser parce qu'on fait une alerte harcèlement, parce qu'on sort du bois et qu'il faut le faire, mais on sait ce qu'on fait. Et c'est là où, par exemple, moi, j'interviens. C'est-à-dire que quand l'accompagnement, je le commence au plus tôt, bah, je vais aider le salarié en lui disant, ben voilà, il faut récolter ça, ça, ça.
Maintenant, on va faire 2, 3 petits mails, et puis voilà, maintenant, vous êtes épuisé, on a récolté ce qu'on on a récolté ce qu'on pouvait récolter. Vous n'allez pas vous mettre en danger plus, parce que sinon, vous allez mettre 3 ans à vous en remettre. Arrêtez-vous, et ensuite, on négocie votre départ, par Ok. exemple. Ça, c'est l'idéal. Après, à tout moment, on Donc, peut aller chercher ses... en tout cas, les emails, notamment, tu as partagé rien que l'horaire de mail, si on voit que Oui, régulièrement, en fait, il y a des échanges qui se font tard, des contenus de chat, c'est vrai qu'on oublie souvent que, ils sont souvent enregistrés et qu'on peut remonter dans les conversations assez loin pour les retrouver. Des conversations qu'on a avec des proches où on décrit notre mal-être ou autre. Est-ce qu'il y a encore un élément clé que tu as dit que j'ai oublié? J'essaie de récapituler. globalement, il faut chercher un peu tout, hein. Ça peut être moi, je pense par exemple à toutes les personnes qui sont dans la comptabilité. Souvent, ils n'ont pas des mails tard, mais ils passent des écritures tard. Donc, si il y a un log dans l'ordinateur qui indique les heures ou dans les logiciels utilisés, les heures à lesquelles sont passées les écritures, ça peut être une preuve. Les horaires où les fichiers sont enregistrés aussi. Enfin, il y a plein de... Ok. En fait, il faut vraiment faire un travail d'enquête. Faut se mettre à la place faut se dire comment je peux documenter ma souffrance et les fautes. Et pour le reste, celles qu'on peut pas documenter, il faut créer soi-même sa documentation de façon subtile. Voilà, avec Voilà. subtilité et peut-être là, on a besoin d'être accompagné pour le faire correctement. Je pense que ça vaut toujours le coup d'être accompagné dès le début, ne serait-ce que pour faire une analyse du contrat de travail, de la situation. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des heures supplémentaires ou la personne après, si elle veut partir, si elle a une clause de concurrence. Enfin, voilà. En tout cas, je pense que mais si vous êtes dans l'urgence, récoltez le maximum d'éléments et vous ferez le tri après. Mais sinon, essayez quand même de poser des questions avant, quoi. On a parfois l'impression que, en tout cas certaines personnes ont parfois l'impression qu'il faut avoir subi un harcèlement moral pour pouvoir apporter une preuve de quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit très grave. Est-ce que dans des situations qui ne sont pas constitutives du harcèlement moral, ça vaut quand même le coup de passer tout ce temps à rechercher tous les petits indices Alors, oui. Alors déjà, il y a peu de situations, il y a quand même beaucoup de situations qui sont des harcèlements moraux. Parce que le harcèlement moral, c'est une définition très large. Et la surcharge de travail fautive, qui est induite par l'organisation de l'entreprise, même si c'est pas volontaire, c'est un harcèlement moral. Donc déjà, faut se dire qu'il y a plus de situations qu'on le pense qui sont des harcèlements, enfin qui sont un harcèlement moral. Ensuite, on peut avoir un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur qui n'est pas, qui sans être un harcèlement moral pourrait toujours être sanctionné au prud'homme. Et derrière, s'il y a même pas loin de manquement, mais qu'il y a des heures supplémentaires, on peut en demander le paiement. Si on est en forfait jour parce qu'on est cadre, très souvent ils sont pas valables, surtout si en fait ils sont pas ficelés avec des dispositifs qui permettent d'assurer la santé et la sécurité et le temps en repos. C'est pour ça que et dans ce cas-là, s'ils sont pas valables, on peut encore redemander des heures supplémentaires. Donc dans tous les cas, ça vaut le coup. Et puis surtout, c'est pas forcément, en fait, vous en êtes pas à trier et à qualifier juridiquement la situation. Mettez de côté et vous ferez le tri ensuite parce que vous savez pas comment ça va évoluer. Et puis dans une négociation de départ, tout compte et en plus on n'est pas devant un tribunal. Hmm. Donc déjà avoir le maximum d'éléments. Et ensuite, faut pas oublier que le harcèlement, il faut que la preuve est facilitée. Le salarié doit apporter des éléments qui attestent d'un harcèlement. Et ensuite, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas d'harcèlement. Donc c'est récolter le maximum des éléments et on fera le tri ensuite. Et puis, c'est aussi l'intérêt de voir un avocat dans une consultation, c'est de vous dire, bah là, ça vaut le coup, par exemple, de faire quelque chose ou non, en fait, je peux rien faire. Hmm. Et en fait, voilà. Mais Dans genre, tous quand les vous cas, ce posez la qui est question, certain, c'est qu'il faut avoir récolté ces indices. Et ça, c'est le plus simple, c'est quand on est encore sur le lieu du travail ou qu'on a encore à disposition son ordinateur, etc. D'où le plus tôt possible et le mieux. faut pas oublier que quand on va se mettre en arrêt, souvent, très rapidement, même si on a son ordinateur professionnel, nos accès vont être coupés. Hmm. Et c'est pas pour rien, hein, si les accès sont coupés, c'est pour éviter justement cette récolte de preuves. OK. Je te propose de rentrer dans le premier sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Alors en fait, on a déjà fait un, mais en tout cas le premier qu'on avait défini ensemble, qui est la maladie professionnelle. Donc, est-ce que donc souvent les personnes qui sont épuisées au travail, donc ils sont en arrêt de travail et ils se demandent est-ce que je dois ou pas faire une demande de maladie professionnelle et si je décide de le faire, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Comment est-ce qu'on fait?
Alors, moi, je conseille systématiquement à mes clients et mes clientes de faire un dossier de maladie professionnelle. Pourquoi? Parce que votre affection, elle est liée au travail. Donc, ça ne serait, pour moi, c'est pas logique de pas tenter une reconnaissance en maladie professionnelle quand on a un burn-out qui est un épuisement professionnel, qui par essence est lié au travail. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est que la reconnaissance en maladie professionnelle des affections psychiques n'est pas évidente. Parce que c'est pas une reconnaissance automatique. Ce n'est pas comme pour les troubles musculo-squelettiques, les lombalgies. Il n'y a pas un tableau avec des conditions qui dit, bah, si ça, c'est réuni, vous êtes présumé en maladie professionnelle. Voilà. Donc la procédure, elle est plus complexe. Néanmoins, ce que je dis souvent à mes clients, ça vous coûte rien de tenter une démarche de maladie professionnelle. De deux, ça mettra quand même une pression sur l'employeur si vous voulez négocier votre départ, puisqu'ensuite les conséquences indemnitaires seront pas les mêmes si vous êtes reconnu en maladie professionnelle. Et si on vous dit non, bah, vous aurez les mêmes droits que quelqu'un en maladie simple. Donc de toute façon, vous aurez tenté, ça ne peut que améliorer votre situation et d'expérience quand on négocie un départ, ça aide beaucoup. Et c'est pour ça, selon l'impact de la personne, comment elle va être capable ou pas de retrouver un emploi, ça peut être intéressant de négocier son départ avant la fin de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, puisque l'employeur a toujours un doute sur est-ce que ça va être reconnu ou pas. Si on fait la procédure complète, elle dure entre 4 et 8 mois, donc c'est assez long. Déjà, d'expérience, ça vaut le coup pour une simple et bonne raison que souvent, la sécurité sociale, il y a le cap des 6 mois, et quand on est arrêté trop longtemps, au bout d'un moment, elle va vous demander de reprendre. Et j'ai remarqué que pour mes clients qui font des démarches de reconnaissance de maladie professionnelle, la sécurité sociale avait plus tendance à les laisser tranquilles au moins le temps de la procédure. Et la D'accord. procédure, elle est quand même assez longue. Il y a deux phases. Première phase, donc, parce que concrètement, je dis que la procédure était complexe, mais c'est pas si complexe que ça, c'est un peu long. Euh, En fait, la première étape, c'est tout simplement obtenir un certificat médical de son médecin de son médecin pardon de son médecin traitant ou d'un psychiatre pour maladie professionnelle. Cette étape, elle n'est pas toujours évidente. Je trouve que c'est l'une des plus complexes parce que beaucoup de médecins savent pas que le burn-out peut être reconnu en maladie professionnelle. Moi-même, quand je fais des posts sur LinkedIn, j'ai plein de personnes qui m'indiquent oui, c'est bien gentil, mais en fait, le burn-out, c'est pas une maladie professionnelle. Et en soi, c'est pas faux. C'est-à-dire que généralement, la CPI, ils vont pas reconnaître le burn-out directement, mais toute affection psychique et notamment dépression, syndrome post-traumatique, etc. Ce qui revient au même, et souvent je conseille aux médecins de plutôt libeller, indiquer que c'est un épuisement professionnel et que ça a des conséquences, notamment une dépression, un syndrome post-traumatique, ou je crois que c'est anxio-dépressif qui est assez utilisé par la CPM. Dans tous les cas, la reconnaissance, elle n'est pas automatique. Il va avoir, si le médecin vous fait ce certificat, derrière, il va avoir une enquête. Néanmoins, ce qu'il faut bien expliquer à son médecin, c'est que, en fait, s'il ne fait pas ce certificat, il n'y aura pas d'enquête, et que c'est pas parce qu'il vous fait ce certificat que lui, il déclare que c'est une maladie professionnelle. Il n'a pas ce pouvoir-là, et qu'en fait, il vous permet juste de pouvoir vous défendre devant la CPM. Donc là, souvent, quand j'ai des clients où le médecin va bloquer, j'écris un mail pour qu'ils montrent à leur médecin pour expliquer cette procédure. L'autre possibilité, c'est aussi, sinon, si on a vraiment un médecin généraliste qui fait un blocage, d'aller voir un psychiatre pour essayer de débloquer les choses et ensuite de se faire renouveler par le psychiatre. Euh, et il y a des psychiatres qui sont spécialisés dans le burn-out et donc qui vont être beaucoup plus sensibles à ces questions de maladies professionnelles, ce qui vous évitera d'essuyer un refus. Néanmoins, c'est pas grave si pour une maladie professionnelle, si vous essuyez un refus au début, vous pouvez ensuite revenir vers le médecin et faire preuve de pédagogie. Et moi, dans les dossiers, très souvent, mes clients, ils doivent revenir pour expliquer la situation avant d'obtenir le précieux sésame et qu'on puisse commencer derrière la procédure de reconnaissance. Les médecins, il faut savoir qu'ils ont aussi très peur parce que il y a beaucoup d'employeurs qui les mettent devant l'ordre
quand ils font certaines erreurs, notamment indiquer sur le certificat que c'est lié au travail. Il ne faut pas indiquer sur le certificat que c'est lié au travail, mais dont le patient fait état qu'il est lié au travail, parce que le médecin n'est pas là dans l'entreprise. Mais sous cette réserve, le médecin, il n'a aucune difficulté. Et derrière, donc si on fait preuve de pédagogie, généralement qu'on lève ses doutes ou ses craintes, parce qu'il y a des médecins qui sont échaudés parce qu'ils sont pris des procédures dans le conseil de discipline, on obtient ce précieux sésame, et derrière, on l'envoie à la sécurité sociale accompagné d'un formulaire qui est une déclaration de maladie professionnelle, et la sécurité sociale va mener l'enquête, et ce qui pourra vous permettre d'aboutir ou non à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Quels sont les éléments clés qui vont convaincre la sécurité sociale que effectivement il y a une maladie qui est d'ordre professionnel? Alors, déjà, ce qui est bien, c'est que, et c'est pour ça que j'aime les démarches de maladie professionnelle sont importantes, c'est que même si vous n'avez aucune preuve, si vous avez rien, la sécurité sociale va mener une enquête. Et donc, ça va être quand même aussi pour vous une chance d'avoir des éléments en plus. Donc déjà, ils vont vous envoyer un questionnaire, généralement, à remplir, avec où ils vous demandent des précisions sur vos conditions de travail. Ils peuvent aussi se renseigner auprès du médecin du travail. Ce qui va aider après, ce qui peut aider à convaincre la sécurité sociale, c'est si vous rajoutez des éléments en plus, et notamment les preuves dont on a parlé, qu'on met de côté, sur soit des mails qui vous ont choqué, soit des éléments qui vous ont état d'un micromanagement, tous les éléments liés à la surcharge de travail, et surtout, et j'aurais peut-être dû commencer par là, pour moi le plus important, c'est votre suivi médical. Si vous voyez psychiatre, psychologue, médecin, que vous avez des attestations qui montrent que globalement vous êtes très affecté, ça va être une des conditions. Vous avez plus de chances d'obtenir une reconnaissance de maladie professionnelle. Et d'ailleurs, je pense que c'est même ce qui va le plus peser. Ça va être vraiment les éléments médicaux, le fait d'être allé voir la médecine du travail, par exemple. Voilà. Globalement, je trouve que d'expérience, les personnes qui sont uniquement suivies par leur médecin traitant ont peu de chance, ont beaucoup moins de chances d'obtenir une reconnaissance de maladie professionnelle. Je vous conseille à minima d'être suivi par un psychiatre. À minima. Après, vous pouvez rajouter tout, psychologue, sophrologue, tout ce qui peut vous aider déjà à vous reconstruire, et vous leur demandez des attestations que vous verserez pendant la procédure, c'est une bonne idée. Médecin du travail, surtout que lui peut être consulté pendant la procédure. Il faut pas oublier qu'il y a 2 critères pour obtenir une reconnaissance en maladie professionnelle. Il faut un lien essentiel avec le travail, donc ça, les éléments de preuve dont on a parlé, le questionnaire permet de l'établir. Mais il faut aussi que la caisse juge que vous ayez un taux d'incapacité prévisible de 25%. Donc, en d'autres termes, même si vous souffrez à cause de votre travail, si la sécurité sociale évalue que vos séquelles à l'issue de l'arrêt de travail seront pas si importantes que ça, ou qu'elles seront importantes mais pas à ce niveau-là, ils ne vont pas continuer la procédure de maladie professionnelle. Il y a 2 étapes. Comment est-ce que c'est évalué ce taux d'invalidité? Alors, c'est complexe. C'est complexe. C'est-à-dire que, en fait, dans la première partie, il y a 2 phases. Il y a une première phase où la caisse doit décider si elle va ou non transmettre votre dossier à un comité de médecins. Dans cette phase, il va y avoir une enquête administrative avec un agent de la caisse qui va vous envoyer un questionnaire, qui potentiellement peut vous appeler, qui peut appeler votre employeur. Et il y aura aussi un médecin qui va être consulté en interne. Ce médecin, il pourra prendre attache avec vous ou pas. Il prend pas toujours attache avec vous. Il peut aussi juger sur pièce, c'est-à-dire sur les arrêts médicaux, ou sur le dossier, ou sur les éventuelles attestations que vous avez mis. En d'autres termes, j'ai pas l'impression que ce soit une évaluation très scientifique. Mais globalement, les dossiers sont quand même assez souvent transmis dans la seconde étape. Vous êtes très dépendant de l'évaluation de la caisse et de la personne qui recevra votre dossier. Faut pas se le cacher. Selon la personne qui va recevoir votre dossier, vous aurez une réponse A ou B qui peut être très différente. Ça va être à la fois du cas par cas, mais aussi très arbitraire. Néanmoins, globalement, les dossiers sont quand même assez souvent transmis. C'est-à-dire que la caisse, son critère, c'est un taux d'incapacité prévisible de 25%. C'est pas un taux définitif de 25%.
Et d'ailleurs, très souvent, elle vous donne pas un taux d'incapacité de 25% derrière à l'issue, même si vous êtes reconnu en maladie professionnelle, parce que sinon ça lui coûte cher, déjà. Parce que ça fait une rente à vie quand on est reconnu en maladie professionnelle. Un taux de plus de 10%, à partir de 10%, on a une rente à vie. C'est un des intérêts de la maladie professionnelle. Donc, avant de distribuer des rentes à vie, la sécurité sociale fait quand même assez gaffe. Mais néanmoins, comme c'est un taux d'incapacité prévisible, et que globalement, si jamais la maladie professionnelle est reconnue comme d'origine professionnelle, elle va pouvoir récupérer le coût auprès de l'employeur. Euh, Elle transmet quand même beaucoup. Voilà, il y a un filtre, mais elle transmet quand même assez souvent. Maintenant, je ne vais pas vous le cacher, c'est une décision qui me semble un peu arbitraire, et d'où l'intérêt de mettre plein d'éléments. Et plus Mm. vous mettez d'éléments, et surtout médicaux, plus la balance pourra pencher en votre sens. Maintenant, voilà. Donc, ce que j'entends d'important dans ce que tu dis pour bien comprendre, hein, c'est que la maladie professionnelle, on évalue l'impact sur la personne et le fait qu'il y ait un lien avec le travail. Mais c'est complètement différent que d'attaquer son employeur pour dire tout ce qu'il a mal fait. Oui, Parce que parfois, les personnes s'en empêchent parce qu'elles veulent pas attaquer leur employeur, mais c'est pas la même chose en fait. On n'est pas du tout au même niveau. Là, on est au niveau de la sécurité sociale et de la reconnaissance du fait qu'il y a une maladie, donc qui est réelle, d'où ces questionnements de dossiers où effectivement on apporte le fait qu'il y a un impact sur notre santé et le lien avec le travail. ah oui, exactement. C'est une maladie professionnelle. Rien ne vous oblige à l'issue d'attaquer votre employeur. Alors, ça vous donne beaucoup plus de possibilités. On va pas se le cacher. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, ça vous donne plus de droits à des indemnités journalières majorées, plus de droits à prévoyance, que souvent dans les notices de prévoyance, il y a une indemnisation plus favorable pour les personnes en maladie professionnelle. Et surtout, si vous avez des séquelles à l'issue de votre arrêt de travail, euh, vous pourriez obtenir une rente à vie qui sera en fonction de votre invalidité. Hmm. Donc, Euh, en termes de protection, c'est important. Et c'est vrai que ça demande de l'énergie. Et quand on est épuisé par le burn-out, ben, de l'énergie, on n'en a pas beaucoup. Mais en pensant à plus long terme, ça peut être un soutien très important pour la suite, que ce soit au moment de négocier un départ éventuel ou si on a besoin, comme tu l'as mentionné, de rente par la suite. Est-ce que si on ne souhaite pas quitter son emploi, si on souhaite revenir chez son employeur, est-ce que, en tout cas, on pourrait se poser la question de se dire, mais est-ce que ça crée un bras de fer et ça m'empêche de revenir à mon poste si je fais cette demande alors que je veux pas partir? alors, moi, c'est ce que je réponds à mes clients. Peut-être. C'est-à-dire que là, quand vous faites une demande de maladie professionnelle, vous attaquez pas votre employeur. Maintenant, qu'un employeur puisse se sentir vexé par cette procédure et vous en vouloir, peut-être. Mais dans ce cas-là, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'intérêt à revenir auprès de la structure. Déjà, c'est ce que je leur dis. Et surtout, si derrière vous pouvez pas reprendre le travail ou si vous avez des séquelles, enfin, il faut que vous pensez à vous. Et voilà, donc moi je vous conseille toujours de faire la démarche. Ça ne vous oblige pas à négocier votre départ. Et il y a plein de personnes qui sont reconnues en maladie professionnelle et qui reviennent au travail. Et d'ailleurs, les personnes en burn-out souvent se posent la question, est-ce que c'est agressif envers mon employeur? Alors qu'une personne qui se ferait lombalgie se pose pas la question. C'est vrai. Se dit pas Mm. se dit pas est-ce que c'est agressif ou une personne qui a un accident de travail et d'ailleurs une personne en burn-out peut aussi avoir un accident de travail se dit pas est-ce que mon employeur va mal le prendre et après ils reprennent. Maintenant que certains employeurs peuvent vous le reprocher et faire une démarche hostile, oui, mais ça veut dire qu'ils vous discriminent en raison de votre état de santé. Est-ce que vous avez envie de travailler pour eux? Et surtout, est-ce que c'est une raison vraiment valable pour renoncer à vos droits? Mm. Après, c'est une question que vous devez répondre par vous-même. Mais en tout cas, moi, dans mes accompagnements, je motive toujours les personnes à faire de telles démarches, hein. Je te propose que l'on passe au deuxième sujet, donc qu'on a un peu évoqué là, hein, qui est négocier son départ. Donc il y a souvent ces questions du moment où on se dit, ben voilà, j'ai envie de partir. La première question en général que les personnes se posent, c'est comment est-ce que je peux partir? Alors, donc là, idéalement, vous avez fait les démarches de reconnaissance maladie professionnelle ou pas, parce que la plupart des personnes en burn-out n'en font pas, hein.
90% des gens qui me contactent n'ont pas fait de démarche de reconnaissance maladie professionnelle. Euh, Ça veut dire que vous êtes à l'issue de votre arrêt de travail, globalement, soit parce que vous n'avez plus de droit, ou soit parce que vous voulez reprendre votre travail ailleurs et vous voulez partir. Là, il y a plusieurs solutions. Moi, dans un premier temps, quand j'accompagne une personne, je lui conseille toujours de négocier son départ avec une indemnisation s'il y a des fautes de son employeur. Donc ça, on peut le faire par soi-même, mais c'est quand même assez difficile de négocier pour soi. Euh, mais voilà, dans ce cas-là, vous pouvez essayer de rentrer en contact avec votre employeur. Moi, je vous conseille de ne pas laisser d'écrit, puisque si vous avez un écrit mentionnant que vous voulez négocier, par exemple, une rupture conventionnelle, euh, vous et qui ça vous est refusé, et qu'ensuite vous alléguez de préjudice et des fautes de votre employeur, et votre employeur pourra toujours se réfugier derrière cette demande pour dire mais non en fait Madame je sais pas Muriel, je vais donner un prénom comme ça au hasard, m'a demandé une rupture conventionnelle, j'ai refusé et maintenant elle parle d'un harcèlement moral, mais c'est parce qu'en fait elle est pas contente que j'ai refusé la rupture conventionnelle, donc c'est pas de droit la rupture conventionnelle. Et ça c'est un truc qui est plaidé tout le temps au prud'homme, hein. Ok, Donc ça donc c'est on un laisse pas d'écrit, si on essaye par soi-même de négocier une rupture conventionnelle, on laisse pas d'écrit où on montre qu'on fait cette démarche. ou alors on fait un écrit où on indique pourquoi on fait cette démarche. Et on Euh, indique la partie d'épuisement professionnel à ce moment-là. et les fautes, effectivement. Ok. Euh, une rupture conventionnelle, c'est intéressant, mais surtout quand on va négocier une indemnisation en plus. Parce que c'est pas parce qu'on fait une rupture conventionnelle, parce que souvent quand vous négociez seul, votre employeur va vous dire, bah, ok, oui, mais voilà, c'est le calcul, c'est la convention collective, etc. Et en fait, il va complètement oublier la partie indemnisation des préjudices, puisque globalement, si vous sortez de l'entreprise en raison des fautes de votre employeur, vous pouvez négocier une indemnisation et aller au prud'homme. En tout cas, la première partie, c'est négocier son départ et négocier les conditions de son départ. Ça peut être des conditions. D'ailleurs, il n'y a pas que des. Quand moi je négocie pour mes clients, je négocie pas que du financier. On peut négocier du financier, mais on peut négocier aussi des formations, des recommandations, des prestations de coaching. La prise en charge d'un coaching, par exemple, pour rebondir après son burn-out, c'est tout à fait possible de faire prendre en charge ça par l'entreprise. Et c'est quelque chose qui se négocie. Voilà. Donc ça, c'est le premier Si élément, rupture conventionnelle. Voilà. Et les autres moyens. Si on n'arrive pas à négocier, il reste deux grosses possibilités, enfin trois possibilités en réalité. Première possibilité, c'est de faire une visite de reprise et en fait de demander au médecin, d'expliquer au médecin qu'on n'est pas en état de reprendre, venir avec son dossier, et c'est pour ça que généralement il faut le préparer en amont, c'est-à-dire que moi, dans les accompagnements, et si vous le faites seul, c'est pareil, je conseille souvent pendant l'arrêt de travail régulièrement d'aller voir son médecin du travail, ce qui permet déjà pour vous, c'est toujours bien d'aller voir un médecin, ce qui permet de préparer l'éventualité où une négociation de départ ne va pas marcher, et avoir déjà un médecin du travail un peu acquis à notre cause, entre guillemets. Si ça ne marche pas, on sort sur une aptitude. Si le médecin veut bien nous déclarer inapte, bien entendu, Donc en ça, sachant que c'est l'option 2, le licenciement pour inaptitude, mais ça nécessite d'avoir déjà parlé avec son médecin du travail, pardon, et d'avoir commencé à constituer un dossier qui explique que c'est impossible de retourner dans son entreprise. alors c'est pas obligatoire, hein, mais après il y a des médecins qui déclarent plus facilement inapte que d'autres, donc forcément c'est pas obligatoire. Il y a des salariés qui ne prennent jamais à tâche, qui vont jusqu'à la fin et qui ont quand même une inaptitude, et d'autres qui ont fait tout ce qu'il faut et qui tombent sur un médecin qui veut pas déclarer une inaptitude, et ça c'est quand même c'est une situation complexe. Euh, Il faut savoir que si vous avez fait une démarche de reconnaissance maladie professionnelle ou si vous avez déclaré un accident du travail et que ça a été reconnu par la caisse, si vous sortez sur inaptitude, votre indemnité de licenciement sera doublée. D'accord? D'accord. Donc, Mais bon, donc, ça veut déjà, dire que la reconnaissance maladie professionnelle, il faut bien la faire avant ah, d'envisager le départ. oui, oui, il vaut mieux le faire. euh, et il vaut mieux qu'elle soit au moins en cours. Au moins en cours au moment
du départ. Après, si vous êtes, enfin, si là vous êtes concerné pour un départ dans 3 semaines, c'est peut-être un peu trop tard et c'est pas très grave. On peut s'en passer et directement négocier le départ par rapport aux fautes qui ont été commises. D'accord. Si vous sortez pour une aptitude, euh, vous pouvez, et que cette inaptitude a été causée par les fautes de l'employeur, et d'où l'intérêt d'avoir constitué un dossier, vous pouvez attaquer votre employeur au prud'homme et demander une indemnisation car votre inaptitude est liée à des fautes de l'employeur. Si elle est d'ailleurs liée à un harcèlement moral, par exemple, là on peut demander la nullité de la rupture, ce qui a des conséquences encore plus indemnitaires, encore plus importantes pour votre employeur. Et c'est ça, en fait, c'est cette crainte du salarié qui sort sur une attitude et qui puisse attaquer au prud'homme, qui est un levier de négociation en amont quand on négocie son départ. Et c'est comme ça qu'on évalue d'ailleurs le montant de ce qu'on peut espérer. C'est-à-dire que globalement, quand moi je dois négocier le départ d'un salarié, malheureusement, l'employeur il va pas se baser sur votre souffrance, mais sur ce qu'il risque. Et ce qu'il va risquer, c'est globalement, si on tombe pas d'accord, très probablement un licenciement pour inaptitude et une contestation de l'inaptitude devant les prud'hommes, et il va se poser la question de combien ça va me coûter en frais d'avocat et en montant total. Et c'est ça qui vous donne aussi globalement votre enveloppe de négociation. Et c'est ça qu'on négocie quand on négocie une indemnisation en plus. Et si on parvient pas d'accord sur un montant, là, ben, on sort plutôt sur une aptitude parce que ça nous permet d'attaquer potentiellement au prud'homme derrière. Donc, globalement, sur déjà ces deux premiers choix, rupture conventionnelle, licenciement pour inaptitude, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que l'inaptitude, le licenciement pour inaptitude va nous mettre dans une condition plus favorable pour négocier le départ et éventuellement, si on tombe pas d'accord, pour attaquer par la suite. Oui, alors généralement, la négociation de départ, moi je préfère la faire en amont. Parce que parce que il n'y a pas le filtre du médecin de travail qui va accepter ou pas, et surtout comme après il y a des délais. En fait, une fois qu'on a rebasculé sur une procédure d'inaptitude, on n'a pas trop le temps de négocier. En fait, la sortie va se faire quand même assez rapidement. Donc moi Donc, on je essaye la rupture conventionnelle en premier et c'est si ça ne marche pas qu'on bascule en licenciement pour inaptitude. Oui, après, il n'y a pas de règle, hein. Il n'y a pas de règle Non, parce que mais quelqu'un en qui tout a, cas, qui a, c'est le quelqu'un qui a schéma. une ancienneté énorme et une reconnaissance sans maladie professionnelle, peut-être qu'on va directement passer par une inaptitude pour qu'il y ait directement l'indemnité de licenciement doublé. Et après, on va négocier une indemnisation faute d'aller au prud'homme. Mais le schéma global, 95% de mes accompagnements, je vais négocier la rupture conventionnelle. Si ça échoue, on va passer par le biais d'une inaptitude et derrière négocier une indemnisation ou aller au prud'homme. Et après, il y a les alternatives en cas d'échec, alternatives que je maîtrise moins parce que honnêtement, elles sont pas si fréquentes que ça quand on prépare bien le dossier. Malheureusement, quand ça vous arrive, ben, c'est terrible. C'est si le médecin, vous n'avez pas négocié au départ, le médecin vous déclare pas inapte. Là, vous avez 15 jours pour faire un recours au prud'homme pour demander l'indemnisation d'un médecin expert. Et donc, ça vous demande forcément du contentieux. Si vous voulez pas faire cette procédure ou si elle devait échouer, il vous reste que deux possibilités. Un, la démission, bon, la pire que toutes. La pire, si vous n'êtes pas en état de revenir à votre emploi, hein. Là, on peut aussi trouver des motifs légitimes pour vous permettre d'avoir le chômage. Mais voilà, vous n'aurez pas spécialement de droit. Et sinon, la prise d'acte de la rupture. Mais la prise d'acte de la rupture, c'est un outil assez dangereux. Et là, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner. En gros, c'est une démission pour les torts causés par l'employeur. Et si la démission est considérée comme non justifiée, elle prend l'effet d'une démission, mais on peut être condamné à rembourser le préavis à son employeur et les indemnités. Mais si elle est considérée comme accordée, elle est enfin comme motivée par des éléments suffisamment graves, elle peut permettre d'avoir des dommages-intérêts équivalents à un licenciement injustifié ou nul. Mais ça, c'est un outil que je vais pas tellement utiliser à défaut de négociation, déjà parce que honnêtement, j'en suis jamais arrivé à telles extrémités pour des personnes en burn-out. C'est plutôt un outil que je vais utiliser. Alors ça pourrait arriver, hein, mais juste pour l'instant, ça n'est pas arrivé. C'est un outil que je vais utiliser pour des personnes qui ont retrouvé un emploi et qui n'ont plus le temps de négocier, D'accord. globalement. Ils ont retrouvé un emploi, ils ont plus le temps de négocier, et au bout d'un moment, bah, ce que je leur dis, c'est que votre dossier, c'est bien,
Enfin, les indemnités que vous pouvez obtenir, c'est bien, mais en fait, si vous avez un nouvel emploi qui peut vous épanouir et que vous êtes en état de reprendre votre emploi et que mener plus loin les négociations peut vous risquer de faire perdre ce nouvel emploi, bah non, là, il faut sortir. Et là, on peut prendre acte de la rupture. Et si on a assez d'éléments, d'ailleurs, on va au prud'homme. Et puis, si on n'a pas assez d'éléments, on va pas au prud'homme puisqu'on prend pas le risque d'une condamnation. Mais c'est un outil vraiment, vraiment, voilà, je vous conseille pas d'utiliser seul. Euh, voilà, c'est l'outil le plus dangereux de la panoplie. Donc, Voilà, en gros, les les deux mécanismes. premières voies, c'était les plus grandes, hein, si j'ai bien compris. La rupture conventionnelle, le fait d'avoir récolté des indices fait qu'on peut négocier et discuter avec son employeur qui se dit que bah, c'est mieux que d'attendre que ça se passe autrement. Si ça marche pas, le licenciement pour inaptitude. J'entends que c'est les deux grandes voies Oui. les plus classiques. Alors après, si vous n'avez pas énormément d'éléments ou pas une grosse ancienneté, vous arriverez assez bien, je pense, à peut-être négocier avec votre employeur une rupture conventionnelle peu ou un petit peu indemnisée pour que ça va pas lui coûter trop cher et que bon, lui se tranquillise. Et au moins, vous prenez pas le risque d'un refus pour l'inaptitude. Maintenant, si vous demandez énormément d'indemnité parce que vous avez un préjudice très lourd, il y a peu de chances que vous le négociez seul, hein. Il faudra que vous soyez au moins accompagné. Je vous conseille par un avocat ou par un syndicat, mais il y a peu de chances que vous négociez tout seul une indemnisation très importante, puisque l'employeur va essayer d'utiliser. Alors c'est rare, ça peut arriver, hein. Il y en a qui négocient peut-être très bien par eux-mêmes, mais souvent, il va se passer. Enfin, l'employeur va quand même assez souvent utiliser sa procédure d'autorité, enfin son autorité, pour dire, ben non, mais déjà une rupture conventionnelle, c'est très généreux, et souvent, ils ne proposent que la rupture conventionnelle ou 2, 3 mois pour faire l'équivalent du préavis. Et moi, je récupère souvent les dossiers après un début de négociation autonome, et c'est pas du tout le même effet, puisque globalement, la crainte de votre employeur quand il négocie, c'est que vous allez derrière au prud'homme et que ça lui coûte cher. Mais si vous négociez par vous-même, il se doute que pour l'instant, vous n'avez pas prévu d'aller au prud'homme. Hmm. Parce que tout simplement, et ce que je peux comprendre, hein, vous dire, ça coûte de l'argent de se faire accompagner. Et Mais donc ça, votre employeur, justement, il on en est peut se dire, conscient. bah, ça coûte de l'argent, j'ai pas envie de dépenser, déjà, je me suis soignée moi-même, etc. Et en même temps, ce que j'entends, c'est que bah, bien négocier, ça permet d'avoir un matelas confortable pour se relancer. Est-ce que, alors j'imagine que la réponse, elle va être très compliquée, mais je Oui. me mets à la place des personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous partager des idées de tranches de montant de ce qu'il est possible d'obtenir ou des choses que tu as dit que c'était pas forcément de l'argent qui sont négociables de façon à ce que les personnes puissent se dire ah ben oui je comprends ça va peut-être me coûter de l'argent de prendre un avocat mais d'un autre côté à quoi est-ce que je peux m'attendre quand je négocie? Alors, globalement, le fait de prendre un avocat, normalement, c'est un retour sur investissement globalement positif. Ça veut dire pas dire que à votre cas particulier, ça sera le cas, parce que ça nous arrive tous de perdre des dossiers. Mais globalement, et c'est pour ça qu'on fonctionne souvent avec un ordre de résultat, on a plus de résultats que d'honoraires fixes encaissés. Enfin, normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Justement, aller voir un avocat, la première consultation, normalement, l'avocat doit vous dire, en gros, par rapport à votre dossier, à ce que vous avez récolté, ce que vous pouvez espérer si vous allez au contentieux et donc ce qu'on pourrait demander dans le cadre d'une négociation. Donc, en Et fait, très, on le sait dès le début. Le fait de prendre ce premier entretien, bah, ça permet de savoir ce qu'on peut espérer gagner en poursuivant. à ce qu'on peut espérer, pas forcément ce qu'on obtiendra. Bien sûr. On peut avoir des surprises dans les deux sens, mais globalement, un avocat saura vous dire si vous avez un dossier solide ou pas et ce que ça vaut globalement. Moi, si je vois à ce stade-là que je vais pas apporter une plus-value à la personne, que ce soit en termes financiers ou alors en termes d'accompagnement parce que la personne a besoin d'être guidée, mais dans ce cas, je vais lui dire, par contre, financièrement, je suis pas sûr que ce sera énorme, très rentable, mais voilà ce que ça peut vous apporter un accompagnement et je peux vous aider à mobiliser vos droits, votre prévoyance, euh, faire en sorte que pendant l'arrêt, ben, dès que vous avez une question, parce que en fait c'est ça, souvent dans l'accompagnement burn-out, c'est des accompagnements très longs, donc il va y avoir plein de petits imprévus, la sécurité sociale qui peut-être tout d'un coup va cesser de vous indemniser, il va falloir écrire pour essayer. Enfin bon, il n'y a pas que du financier dans l'accompagnement, mais en tout cas, on peut vite dire pour la partie financière, estimer ce que vous pouvez espérer. Globalement, pour chiffrer ça, alors il n'y a pas de, je peux pas faire d'un chiffre type parce que Mm. vos préjudices va dépendre de votre ancienneté et de votre salaire de référence. Si vous avez 6 mois d'ancienneté
et un salaire de 1500 euros, c'est pas vous pouvez pas espérer la même chose que moi j'ai déjà une cliente qui avait 30 ans d'ancienneté et un salaire de référence de 35 000 euros par mois. Donc elle, c'était 1 million d'euros en fait que ça se chiffrait. Et à d'autres personnes, ça sera moins que le prix de l'avocat. Donc c'est le rôle, c'est du cas par cas. Globalement, on va chiffrer vos préjudices. Donc le préjudice perte de l'emploi, si vous deviez être licencié pour une aptitude, ça va être en fonction de l'ancienneté et de votre salaire de référence qui est calculé. Et après, il y a d'autres préjudices, notamment les heures supplémentaires, qui peuvent vraiment faire chiffrer et permettre de sauver des dossiers, entre guillemets, où la personne n'a pas énormément d'ancienneté. Mais comme elle a accompli des heures supplémentaires, ou parce qu'elle avait un forfait jour, elle était en forfait, mais que le forfait, il est illicite, ce qui est en fait le cas dans la plupart des cas, parce que les conditions sont très strictes pour qu'un forfait jour puisse être valable. Là, on va pouvoir faire monter, entre guillemets, le préjudice. Maintenant, je sais pas, si on prend une moyenne d'une personne que j'accompagne, je pense que on peut espérer, par exemple, 30 000 euros, mais ça veut rien dire. C'est juste parce que la moyenne des personnes qui vont me prendre, elles ont quand même un petit peu d'ancienneté, au moins 1 an et demi à 3 ans. Un dossier, et plutôt, si c'est 1 an et demi, elles ont un dossier vraiment très très solide. Sinon, plutôt 3 4 ans, avec un salaire de référence, je sais pas, peut-être de 3 4 000 et des heures supplémentaires. Et que je suis intervenu pour récupérer les éléments enfin, j'ai fait récolter le maximum d'éléments. Bon, donc voilà. Mais en Mais réalité, ça donne c'est une idée vraiment, quand même, ça nous donne une fourchette. Donc, on a bien compris que c'était très individu dépendant, ça dépend de la situation, oui, des pièces qu'on a. Mais je trouve que ça permet quand même d'avoir une idée de ce à quoi on peut s'attendre. oui. Mais après, voilà, vraiment, faites une première consultation avec un avocat, peu importe lequel. Normalement, enfin, voilà, s'il est compétent en droit du travail, il va vous dire à peu près ce que vous pouvez espérer. Et puis vous pouvez même en voir plusieurs hein, si vous avez besoin d'être rassuré. Mais bon, évitez d'en voir 10 parce que sinon vous allez dépenser le prix d'un accompagnement en première consultation. Mais voilà. Et donc justement, Guillaume, si pour ceux, donc on va venir juste après cette dernière question que je posais à Guillaume, on va revenir vers vous dans le chat pour voir les questions que vous avez. Je ne vais pas remonter dans le fil là maintenant, on le fera plus tard parce que sinon ce sera trop long. Donc je vous invite, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu sur les deux dimensions maladie professionnelle, négocier son départ, je vous invite à les mettre maintenant dans le chat puisque je vais lire ces dernières questions qui sont postées là maintenant. Et donc, pendant que les personnes mettent leurs questions dans le chat, Guillaume, une dernière question. Comment est-ce que l'on fait pour te contacter si on a justement une situation particulière où on se dit, ben, j'aimerais bien faire ce premier rendez-vous pour voir ce qui serait possible pour moi. Quel est le moyen de te contacter? alors, donc moi, vous pouvez me contacter soit à mon cabinet. Donc mon cabinet, c'est Instinct Avocat. Peut-être qu'on Je le mettra les mettrai dans le liens, commentaire, voilà. évidemment, il y aura le lien. Et ce que je propose souvent, enfin ce que je propose systématiquement d'ailleurs, c'est un premier entretien téléphonique de 15 minutes, gratuit, dans lequel on échange pour d'abord savoir si je suis la personne qu'il vous faut, si je peux vous accompagner, si je peux faire quelque chose pour vous, ou si en quelques secondes je peux vous réorienter vers la personne compétente, ou peut-être une personne plus appropriée au regard soit de ce que vous subissez, ou soit tout simplement si moi j'ai pas d'intérêt. Encore une fois, moi je vois pas que l'intérêt financier dans mon accompagnement. À chaque fois, j'essaie de voir, mais si je vois que j'ai pas de plus-value, je vais vous rediriger peut-être vers une solution plus simple, ou des fois ce simple échange permet de résoudre la situation. Si j'identifie que je peux vous accompagner, ensuite je vais vous proposer une première consultation et je vous indiquerai le tarif pour la première consultation. Et à l'issue de pendant cette consultation, généralement ce que je fais, c'est que je mets en amont, je mets un espace client à disposition des personnes qui ont réservé une consultation pour qu'elles me déposent leurs pièces. Donc, genre, je leur fais une liste pendant l'entretien de 15 minutes, ça sert à identifier les pièces qui seront nécessaires à l'étude de leur dossier et donner les petits premiers conseils d'urgence juste quand la personne risque de se faire licencier ou autre sur alors récolter ça, etc. Donc là, les 15 minutes, c'est pour l'urgence et définir les pièces. Et ensuite, quand la personne réserve une consultation, là, je lui mets en ligne un espace client pour prendre connaissance de ses pièces. Et puis, soit elle vient au cabinet, soit on fait l'entretien en visio ou par téléphone, parce que j'ai des clients dans la France entière. Je lui dis, ben voilà, j'ai lu vos éléments. Voilà
Ensuite, j'échange avec la personne sur ces éléments, sur ses objectifs. Je lui demande qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que derrière vous avez un emploi, etc. Parce que je pense aussi aux composantes chômage, à tous ces composantes-là. Est-ce que vous avez un emploi en tête, est-ce que vous avez besoin de vous arrêter, etc. Et à la fin, je lui propose une stratégie avec voilà ce qu'on peut faire avec les étapes et un devis si c'est moi qui l'accompagne. Mais dans tous les cas, à l'issue, au moins la personne a une feuille de route de ce qu'elle peut faire, soit seule, soit avec moi. Et la prestation de consultation se termine et ensuite je lui adresse un devis si elle veut que je l'accompagne à tout moment de A à Z pour justement accomplir cette feuille de route et la mener vers ses objectifs, peu importe les objectifs qu'elles ont, parce qu'on a parlé des départs, mais c'est rare, mais il m'arrive dans 5 à 10% des cas d'accompagner la personne jusqu'à son retour dans l'entreprise. D'accord. Et Pas uniquement pour ceux qui veulent partir. voilà. Mais dans ce cas-là, mais souvent le choix se fait pendant l'accompagnement. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe dans les mots qu'on utilise aussi quand on formalise ses griefs pour pas non plus cristalliser une situation. Et généralement, soit l'entreprise fait preuve plutôt de bienveillance et la personne va décider de revenir, soit l'entreprise fait pas preuve de bienveillance ou même d'ingratitude. Et là, on va partir sur un départ. Mais le choix peut se faire aussi pendant l'accompagnement. Et puis, il évolue. C'est le principe d'un accompagnement, c'est que je pense que c'est pareil en coaching, c'est les objectifs initiaux peuvent changer en cours de route. Je propose qu'on rejoigne maintenant le groupe pour voir les questions complémentaires. Donc, je vais Parfait. me retourner, hop, J'espère que j'ai été très clair en tout cas. vers la partie. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça clair, mais justement, on va voir s'il y a des éléments complémentaires. Alors, hop, je vais remonter, voilà. Donc, maître Delors, vous n'avez pas évoqué la résiliation judiciaire. Pour quelle raison? Alors oui, j'ai pas évoqué. Alors déjà, il y a certaines plein de choses dans lesquelles j'ai pas évoqué parce que il y a une infinité de choses. Pourquoi j'ai pas invoqué la résiliation judiciaire? Parce que c'est un outil que j'utilise quasiment jamais parce que en fait, vous devez rester dans les effectifs pendant toute la procédure. Et en gros, la résiliation judiciaire, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est la saisine du conseil de prud'homme quand on est encore dans les effectifs de l'entreprise pour demander au conseil de prud'homme de rompre notre contrat au tort de l'employeur. Ok. Donc sur le papier, c'est parfait parce que vous prenez aucun risque. Si le conseil prud'homme considère que les fautes sont pas assez importantes, il va pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. Vous restez dans les effectifs. Alors que s'il considère que les fautes sont importantes, il prononce la résiliation judiciaire et une indemnité. Donc ça paraît idéal par rapport à la négociation, on n'a rien besoin de négocier. Par rapport à la prise d'acte de la rupture, on prend aucun risque. Par rapport à la démission, ça paraît encore plus évident. Le problème, c'est que vous devez rester dans les effectifs pendant toute la procédure. Procédure prud'homale, il faut bien comprendre que en moyenne, c'est 1 an et demi. Ben oui, donc c'est surtout quand on est épuisé et en burn-out, en fait, c'est très compliqué de rester dans ces conditions-là. Surtout, globalement, c'est un outil que je peux réutiliser pour mettre la pression sur l'employeur, par exemple, mais c'est plutôt un outil stratégique parce que la sécurité sociale va pas forcément vous suivre pendant 1 an et demi de procédure. Donc en fait, vous allez devoir vous retrouver au milieu de la procédure à devoir reprendre et donc sortir sur une inaptitude. Donc autant contester une inaptitude. Alors il y a des cas particuliers où on le fait pour à la fois mettre la pression ou parce qu'on a des éléments sur les heures supplémentaires et qu'on veut pas que ces éléments soient prescrits. Mais c'est vraiment des cas particuliers, donc c'est pour ça que je les ai pas abordés. Mais oui, la résiliation judiciaire est aussi une solution. Mais moi, en pratique, dans mes 90 derniers dossiers, j'ai pas fait une seule fois une résiliation judiciaire. Hein. Alors, je vous dis pas que je le ferai pas. Je l'ai déjà proposé à 2 clients parce que justement, comme les négociations duraient en longueur, je voulais les relancer et surtout derrière que la prescription arrête de courir sur les heures supplémentaires. Mais les clients n'ont pas voulu d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas un outil très évident. En tout cas, c'est une possibilité, mais qui est pas parmi les plus courantes quand on est en burn-out. J'ai une autre question sur les conditions de rupture conventionnelle et notamment, je pense que c'est les indemnités de licenciement légal.
Donc, j'ai une personne qui me met l'État a estimé qu'il y en avait eu trop et a changé les conditions, en tout cas change les conditions à partir de septembre 2023. Est-ce que du coup, les indemnités de licenciement de base sont revues à la baisse à partir de septembre 2023? Alors, pas à ma connaissance, mais à ma connaissance, c'est la fiscalité qui va changer. Ah, donc c'est peut-être une erreur de compréhension, en tout cas à creuser. Après, si la fiscalité change, au final, ça peut quand même baisser votre indemnisation. Maintenant, concrètement, moi, quand je parle de la rupture conventionnelle, je parle de la rupture amiable en général et de la négociation d'une indemnisation supralégale. Oui, En plus, je parle de rupture conventionnelle pour dire rupture amiable, mais il y a plein d'autres modes dont j'ai pas abordé. Et souvent, les entreprises, quand elles négocient des parts indemnisées, elles négocient selon d'autres dispositifs beaucoup plus exotiques, on va dire. Du, par exemple, faux licenciement ou licenciement injustifié suivi d'une transaction. hmm, Il y a aussi la possibilité de licenciement suivi d'un accord au prud'homme, par exemple, qui permet d'avoir des optimisations en termes d'impôts. oui, il y a plein de façons de trouver un accord et qui vont donc impacter l'indemnité financière minimum plus négociée. J'ai C'est une ça? personne, pardon, tu voulais compléter? Non, non, j'écoute. J'ai une personne qui demande les preuves. Jusqu'à quand est-ce qu'elles peuvent remonter pour être valables? Est-ce qu'il y a une durée? Tu avais l'air de mentionner ça justement tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une durée de validité des preuves? Alors, il n'y a pas de durée de validité des preuves. Par contre, il peut avoir une prescription de certaines fautes. Par exemple, le non-paiement des heures supplémentaires, c'est prescrit par 3 ans, D'accord. glissant. Mais par contre, les preuves, donc c'est pas en soi vos preuves ne périment pas. S'il y a et d'ailleurs, s'il y a un comportement fautif de l'employeur en continu, c'est très bien de montrer que ça remonte sur 10 ans. D'accord. Maintenant, vous pourrez pas obtenir le paiement de vos heures supplémentaires d'il y a 5 ans. Hmm. C'est plutôt sur les indemnités qu'il y a une date de prescription. J'ai deux questions que j'ai envie d'associer. La première, c'est quel est le prix moyen de la consultation d'un avocat? Alors, est-ce que c'est le prix horaire ou quelque chose comme ça? Et la deuxième qui me semble liée, c'est est-ce que la protection juridique peut prendre en charge, si on a des assurances, est-ce que ça peut prendre en charge ces consultations? Alors, une consultation d'un avocat, c'est très variable. Il y a des avocats qui font pas payer la première consultation. Il y a des avocats qui font payer très cher la première consultation parce que derrière, ils font un rapport détaillé écrit avec vos éléments de preuve et vos chances de succès, etc. Je dirais que en moyenne, on est autour de euh, 200 à 300 euros, une première consultation sérieuse où il y a une étude au préalable du dossier. Après, il y a plein d'avocats qui vont vous faire payer la consultation moins cher, mais qui vont pas étudier vos pièces en amont. Oui, c'est juste une Et discussion dans ce cas-là. qui vont ensuite vous faire un devis pour étudier les pièces ou Hmm. qui vont prendre votre dossier sans étudier les pièces. Mais ça, c'est pas du tout mon école. Moi, je prends pas un dossier sans l'avoir vu D'accord. parce que je connais pas ma plus-value. Euh, Donc, il faut pour- bien se poser la question au-delà du tarif de qu'est-ce qu'il y a dans cette première consultation. Exactement. Et le tarif, faut le demander, parce qu'il y en a qui l'affichent pas. Moi, c'est toujours affiché, c'est toujours indiqué avant, mais il y en a qui l'affichent pas. Donc, le tarif, il faut le demander. Mais oui, il faut quand même se demander de qu'est-ce qu'il y a. Et globalement, moi, j'aurais un critère si je devais choisir un avocat. Si vous avez un premier contact avec le cabinet et qu'on vous dit pas, ben, prenez telle ou telle pièce pour la consultation, ça veut dire qu'il compte pas vous étudier votre dossier auparavant ou pas lors de l'entretien. Et voilà, moi, ça serait un critère de choix déjà. Hmm. Euh, Parce qu'un avocat, enfin, c'est à mon sens, en tout cas, un bon avocat, c'est un avocat proactif et qui attend pas que vous lui apportez tous les éléments, mais qui aussi vous aide à vous Hmm. poser les bonnes questions, parce qu'en fait, vous n'êtes pas censé, euh, il est censé vous aider à savoir ce dont vous avez besoin. Oui, c'est Et ça. pour moi, Donc, ça fait en tout partie. cas, s'il y a cet indicateur de si on vous pose pas la question, si on vous indique pas quelle pièce emmener ou etc., c'est que cette première consultation, ce sera juste de la discussion et ce sera pas l'étude des pièces pour quelque chose d'approfondi. C'est Après, je pense ça. qu'il faut oser poser la question, qu'est-ce qui est inclus dans cette consultation, tout simplement.
Exactement. Mais c'est pour ça que moi, je fais toujours je propose les appels découverts de 15 minutes sur mon profil LinkedIn. Qu'en fait, dans les 15 minutes, je vais échanger avec la personne et lui dire, ben voilà, pour la consultation, j'aurais besoin de ça, 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 ça. Mm. Est-ce que vous pouvez me rédiger une chronologie détaillée? Pour ce qui est de la prise en charge par la protection juridique, pareil, c'est quelque chose que j'informe toujours, j'informe toujours les clients qui me contactent. La protection juridique peut prendre en charge une partie des honoraires des avocats. Donc il y a donc globalement, moi, quand je travaille avec une protection juridique, quand le client a une protection juridique, ce que je fais, c'est que je facture le client et que le client se fait rembourser par la protection juridique dans les limites du barème. Souvent, les protections juridiques, ils prennent pas en charge les premières consultations, ils prennent plutôt en charge les accompagnements. D'accord. Donc, il faut voir votre contrat d'assurance. Moi, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous avez un problème au travail, vous appelez votre assurance. Donc, les protections juridiques que vous allez trouver dans les assurances habitation et dans les contrats bancaires principalement. Vous faites ce qu'on appelle une déclaration de sinistre. C'est la même chose que si vous avez un dégât des eaux parce que il y a des délais pour le faire. Et D'accord. puis après, vous verrez bien, vous leur demandez ce qui est pris en charge. Et, euh, et en tout cas, voilà, il y a plusieurs façons de fonctionner. Moi, quand je travaille avec une protection juridique, comme je respecte le secret professionnel et que je donne pas d'informations à la protection juridique, moi, je facture le client et ensuite le client se fait rembourser dans les limites de son barème. D'accord, ok. J'ai une question pour des personnes qui sont dans le secteur du public. Est-ce que les conditions de négociation de départ sont aussi valables dans le public ou tout ce qu'on a dit, c'est valable uniquement dans le privé? Alors, c'est une question qu'on me pose systématiquement. N'en sais rien. Je suis désolé je vais être parfaitement franc. Je sais que maintenant, il y a des possibilités de négociation dans le public, mais moi, tout ce que je dis, c'est limité aux salariés euh, de droit du travail classique, c'est-à-dire vraiment salarié employé d'une entreprise de droit privé ou d'une entreprise de droit public, mais sous un contrat de droit privé. Parce que tout simplement, je ne connais que ça, c'est ma formation. Le droit public, c'est vraiment, et le droit des fonctionnaires et la fonction publique, c'est une branche particulière du droit, c'est même pas le même tribunal, c'est ni les mêmes règles, ni le même tribunal. C'est pas le D'accord. prud'homme, c'est le tribunal administratif. Euh, Depuis peu, je sais que depuis quelques années, il y a des possibilités de négociation dans les entreprises de droit public. Je vous conseille vivement de contacter un avocat en droit public et en droit de la fonction publique si vous êtes confronté à ce type de situation. C'est encore plus dur de trouver de l'information que pour les salariés de droit privé. Donc c'est encore plus compliqué. Donc, la Après, recommandation, c'est de contacter un avocat qui est qui donc a une expertise sur ce domaine du droit public. oui, un avocat en droit de la fonction publique, vraiment pas un avocat en droit du travail, c'est pas du tout Donc ça, c'est notre le mot-clé à chercher. Avocat en voilà. droit de la fonction publique. En public. Et si vous voulez un des premiers conseils, tournez-vous vers vos syndicats. Ils sont souvent bien renseignés dans la fonction D'accord. publique. Il y a des syndicats assez forts, assez bien renseignés, au moins pour un premier conseil. Mais pour le reste, malheureusement, je peux vraiment pas vous aider. Je sais que on peut faire des ruptures dans la fonction publique, mais elles sont forcément encadrées puisque le co-contractant, c'est l'État. Mais oui. Je vois encore une question. Est-ce que le médecin de travail peut refuser un licenciement pour inaptitude si on a déjà obtenu une reconnaissance maladie professionnelle? Oui, les deux sont pas liés. La reconnaissance de maladie professionnelle, c'est est-ce que votre affection est liée au travail, et une attitude, c'est est-ce que vous êtes incapable Hmm. d'effectuer votre travail. Ce n'est D'accord, pas oui. la même Donc, on chose. peut avoir une maladie professionnelle et être capable soit d'être reclassé, soit de retourner au même poste. Ou le médecin peut estimer que vous êtes capable. Ou vous pouvez tomber sur un médecin qui vous dira non, mais moi je fais pas d'inaptitude. Et ça, c'est horrible quand ça arrive. C'est rare, mais ça arrive d'avoir une personne comme ça ou qui a été qui a eu par exemple beaucoup de recours de son employeur au Conseil de l'ordre et qui donc est traumatisé, il ne fait plus d'inaptitude. Il y a des médecins du travail qui font plus d'inaptitude. Alors pour moi, c'est une faute professionnelle, mais ça arrive. Et Mais donc, en quand notre médecin du travail, parce qu'autant le médecin traitant, on peut aller voir un psychiatre ou autre, quand c'est notre médecin du travail qui le refuse, il n'y a pas d'autre option, il faut chercher une autre option de sortie. C'est faire ça? un recours au prud'homme. Faire un recours au prud'homme pour faire nommer un médecin expert. D'accord, ok. On arrive vers la fin de cette interview. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce temps que tu nous as accordé et toutes les réponses que tu as apportées aux différentes questions. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu as envie de partager pour clôturer cette interview? Alors oui, alors je l'ai pas j'ai pas préparé le dernier mot, donc mais vraiment moi ce que je dis tout le temps dans mes accompagnements,
privilégiez toujours votre santé sur votre dossier. Le juridique, les indemnités, etc., ça vous réparera pas. Donc, quand vous posez la question, est-ce que je dois m'arrêter ou est-ce que je dois récolter un peu plus de preuves, vous posez pas la question. Si vous êtes trop mal, vous vous arrêtez. De la même façon, si vous retrouvez un emploi, vous retrouvez un emploi qui pourrait vous plaire, et que votre sortie est moins indemnisée que prévu, bah, ne vous arc-boutez pas dans votre dossier au risque de vous abîmer et de derrière ne pas retrouver une carrière, puisque le plus important c'est vous, votre vie, et prenez soin de vous. Voilà. Je sais pas si un avocat devrait dire ça, mais en tout cas c'est comme ça que moi je conçois les choses. Et Merci je vous beaucoup, Guillaume, pour merci cette Astrid. interview, pour ce partage. Donc, dans les commentaires, je vous remettrai les liens pour contacter Guillaume Delors si vous avez envie d'être en contact avec lui. Je vous mettrai aussi les liens pour me contacter si vous avez envie d'être accompagné pour rebondir après votre burn-out, ou si vous voulez en savoir plus sur le livre qui est de ce côté-là, si vous ne le connaissez pas encore. Dans tous les cas, le groupe sur lequel vous êtes, si vous êtes en ligne sur le groupe Facebook, reste maintenu. Donc, vous aurez accès à cette vidéo. Et pour tous ceux qui ne font pas partie du groupe Facebook, eh bien, vous pourrez nous écouter en replay sur le blog Partage ton Burnout avec un article récapitulatif de cet entretien que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup Astrid. Merci Au Guillaume. revoir. Au Au revoir. revoir.